Regardez bien cette image. C'est une carte postale. Et de temps en temps, dans notre métier, eh bien, nous devons faire des cartes postales. Parce que ce panorama, il est inoubliable. Vous l'avez reconnu, bien entendu. C'est celui de la mer de glace. Nous sommes au terminus du chemin de fer du Mont-en-Vert qui amène les touristes, qui amène les skieurs, qui amène les randonneurs. Ici, vous la voyez, à proximité de la mer de glace. C'est pour ça qu'on a construit ce chemin de fer il y a 100 ans. Juste une toute petite parenthèse, puisque nous sommes dans un cadre magnifique avec un soleil étonnant. Merci, merci, la météo. Eh bien, vous voyez, on a la mer de glace. Un petit coup d'œil, ben, vous voyez que cette mer de glace, elle est en train de maigrir et à grande vitesse. Le front, eh bien, il est là, vous voyez. Alors qu'avant, ben, il y a quelques années, il était 1 kilomètre plus bas. Donc, dans ce DVD consacré aux 100 ans des chemins de fer de montagne, un film et 4 bonus. Le film, eh bien, nous allons céder à la mode rétro. Ben oui, puisque nous célébrons les 100 ans des chemins de fer de montagne, le film, c'est Vieux souvenirs et jeunes années. Autrement dit, une reconstitution historique des conditions dans lesquelles on voyageait en 1860. Et le train, c'est ce rame historique tiré par la célèbre Compton. 4 bonus. Et là, croyez-moi, vous allez être gâtés. Premier bonus, le matériel. On va passer en revue les 3 chemins de fer de la vallée de Chamonix. Le premier, le tramway du Mont-Blanc, le fameux TMB. Le deuxième, c'est le Mont-en-Vert. Mais vous allez découvrir un Mont-en-Vert autre que celui des touristes. Et oui, grand merci au directeur d'exploitation. Nous avons emprunté la rame que l'on appelle le fourgon, qui tous les matins dessert l'hôtel en vivres. Vous allez voir, c'est étonnant. Ça donne un autre point de vue du chemin de fer. Le deuxième bonus, tout seigneur, tout honneur, c'est pour ça que nous sommes ici, c'est les 100 ans de la ligne Saint-Gervais-le-Fayet, Valorcine jusqu'en Suisse. Mais là, nous ne ferons que la dernière partie, c'est-à-dire Chamonix-Valorcine. Pourquoi? Parce que dans un précédent numéro, nous avons présenté le nouveau matériel, les fameux Z850. Troisième bonus, pour les 100 ans des chemins de fer de la vallée de Chamonix, c'est Chamonix en fête. Et oui, il y a eu de nombreuses cérémonies, vous allez voir, on s'est bien amusé. Et puis, le dernier bonus, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, c'est l'interview de Guillaume Pépi, le nouveau président directeur général de la SNCF, qui va nous expliquer, lui, sa vision sur le développement des chemins de fer de montagne. Et oui, la SNCF s'intéresse à ces chemins de fer de montagne. Allez, bon voyage, et puis surtout, allez, profitez du panorama. Fuyant l'étourdissant tintamarre de la grande ville, il m'est agréable de retourner marcher sur les chemins de mes jeunes années, si souvent parcourus en compagnie de mon grand-père. Cet excellent homme, qui avait fait carrière dans les chemins de fer, était intarissable sur la vie des personnages de son temps, qu'il savait si bien camper dans les décors de leur époque. Aujourd'hui encore, lors de mes promenades, je ne puis m'empêcher d'évoquer leur présence et presque de vivre en leur compagnie. Avec un peu d'imagination, j'ai l'impression de tourner les pages d'un beau livre plein d'images et d'histoires surannées. Ah, cette petite gare, si chère à mon aïeul. Comme il était fier d'en avoir été le jeune chef. Comme il la portait dans son cœur.
Elle n'a jamais connu l'agitation fébrile qui règne à l'heure actuelle, sauf cependant les jours de foire ou de fête au pays, où il y avait parfois plus de 50 voyageurs sur le quai. Un coup de sifflet au loin. Attention, voilà le train. Ce monsieur dans la charrette, notaire de son état, et qui, accompagné de sa famille, peste derrière la barrière, allait justement à la gare prendre le train qui vient lui couper la route. Ah, quel fâcheux contretemps. Mais comment voulez-vous rattraper ce chemin de fer du diable qui marche au moins à 45 km à l'heure? Le train étant signalé, on ouvrait toutes grandes les portes de l'embarcadère, comme disait mon grand-père. Et les voyageurs se dispersaient paisiblement dans de charmants petits jardins fleuris et verdoyants, soigneusement entretenus par le maître d'océan lui-même, et chacun occupait cette attente selon son goût. Outre l'alimentation du corps et la nourriture de l'âme, on se préoccupait aussi des besoins du cœur. Ah, douce époque du romantisme. Que de petits poèmes désuets et attendrissants nous te devons. Voici un poème que j'ai composé pour vous. Que je sois dément si je mens. Aux fleurs parfumées, j'en fais le serment. Ma vie, mon âme sont tiennes. Ton nom est Irénée et m'appelle Étienne. Oh, ma belle aimée, laissons venir l'hyménée, car le destin n'est que fumée. Oh, c'est merveilleux. Un coup de sifflet impératif annonçait le train, dont l'arrivée impressionnante et majestueuse troublait la quiétude et interrompait les distractions de tout un petit monde qui pourtant l'attendait. Sur le quai, voyageurs et voyageuses allaient et venaient dans de légers froufrous de soie comme en promenade. Heureuses années où rien ne laissait présager l'animation bruyante de nos gares d'aujourd'hui et qui n'étaient troublées que par quelques attractions plus ou moins imprévues.
Allez, cocotte. Pour arriver avant le départ du train, c'était vraiment une course contre l'horloge de la gare. Toujours au pas du brave cheval qui n'en pouvait, mais on arrivait enfin. Et Dieu soit loué, le train était encore là. Mais il fallait faire vite. Ce qui n'empêchait pas d'apporter de regrettables perturbations à l'ordonnance sacro-sainte du départ. Enfin, on partait. La jument noire, comme l'appelaient les paysans de ce temps-là, fière de son souffle empanaché de fumée et de ses moustaches de vapeur blanche, entraînait ses voyageurs dans ce qu'il était convenu d'appeler la grande aventure du siècle. Laissant là la petite gare et ses personnages sortis tout droit d'une image d'Épinal, je dirige maintenant mes pas sur cette route, côtoyant la voie ferrée de mes rêves d'enfant, avec l'impression persistante d'être suivi par le train de grand-papa, évoquant des voyages centenaires déjà, et à jamais hélas disparus. Quelle mouche piquait encore l'honorable tabellion déjà si éprouvé par son infortune. Cette lettre urgente qu'il devait remettre sans faute à l'administration des postes. Personne ne la lui avait rappelée. Ah, les femmes. Pauvres femmes. Ainsi cheminait le petit chemin de fer d'autrefois, avec ces voyageurs qui, au fond, avaient les mêmes préoccupations et les mêmes espoirs que ceux qui circulent dans nos modernes rapides.
Au terme de l'une de ces promenades imaginaires, évocatrices d'un passé touchant, j'éprouve encore le désir de formuler une fervente prière. Reste toujours vivant dans mon souvenir, petit train de mon grand-père, qui hante les paysages, les bois, les prés, les chemins de mes jeunes années. Car si un jour tu devais déserter ma mémoire défaillante, la poésie du rail aurait beaucoup perdu pour moi. Nous sommes sur la place de la gare de Saint-Gervais-le-Fayet. Et là, vous avez en résumé sous les yeux, en quelque sorte, tout ce que l'on a fait pour partir avec le chemin de fer à la conquête des massifs alpins. Je m'explique. Le chemin de fer, le gros chemin de fer, normal, la compagnie PLM à l'époque, elle est arrivée là, ici, au pied dans la vallée. Et si on voulait amener, parce qu'il y avait une demande de touristes, surtout les Anglais qui étaient demandeurs, si on voulait amener les touristes, disons, les skis au pied ou au pied des glaciers, eh bien, il fallait faire autre chose. Il fallait une nouvelle race d'engin. Il fallait plus utiliser le chemin de fer normal, et c'est des tracteurs à vapeur, c'est-à-dire 1,435 m. Eh bien, il fallait un chemin de fer métrique. Et pour gravir de fortes pentes, eh bien, il fallait tourner vers la technologie suisse avec beaucoup de succès à l'époque, c'est-à-dire la crémaillère. Donc, deux solutions pour partir à l'assaut des Alpes. La première, elle est là-bas, vous l'avez déjà vue, c'est ce fameux train, la SNCF, Saint-Gervais-le-Fayet, Valorcine. C'est une ligne internationale, la ligne franco-suisse. On vous l'a déjà présenté dans un précédent DVD. Et on célèbre en ce moment même le centenaire de cette ligne. La deuxième solution pour partir depuis Saint-Gervais-le-Fayet à l'assaut des Alpes et du Mont-Blanc, qui était le grand rêve de l'époque. Nous sommes au début du siècle et on n'avait peur de rien. Eh bien, on s'est dit, on va construire une ligne de chemin de fer qui va partir d'ici. Et cette ligne de chemin de fer, vous la voyez, elle est toujours là. Ça s'appelle le tramway du Mont-Blanc. Tramway parce qu'il est métrique, mais tramway aussi parce qu'il emprunte un petit parcours dans la ville avant de se lancer à l'assaut de la montagne. Et quand il se lance à l'assaut de la montagne, vous allez le voir, c'est de la crémaillère, et puis on est en 230 pour 1000, 23%. C'est assez spectaculaire, et surtout, le panorama que l'on découvre est étonnant. Donc, voilà une ligne qui était prévue pour aller en direction du Mont-Blanc, mais il fallait pour cela un tunnel de 9 km. En quelque sorte, on voulait copier les Suisses avec le chemin de fer qui est parti à l'assaut de la Jungfrau. Guerre de 14 est arrivée. Le chemin de fer n'a plus connu son développement. Et puis, il finit, vous allez le voir, devant un tas de cailloux qu'on appelle le nid d'aigle. Mais avant d'aller là-haut, ce que je vous invite, c'est une magnifique promenade. On est quasiment aux commandes du TMB. Tramway, il l'est en roulant sur la chaussée, mais pas pour longtemps. Histoire de quitter la gare terminus de Saint-Gervais et de rejoindre son site propre. Là, il devient un vrai chemin de fer de montagne. Voie métrique et crémaillère, s'il vous plaît. Et le voyage commence en pente de 220 pour 1000, 22%. Entre les deux fils de rail, la crémaillère Strub. Première halte à 800 mètres d'altitude, Saint-Gervais-Ville, pour desservir la station thermale et le petit village. Nous avons en premier donc le wagon rouge, c'est un fourgon à marchandises qui nous permet de monter la marchandise donc au riverain l'hiver, que ce soit au lieu d'île de Chouet, que ce soit à la gare de Motivon ou au col de Vose. Donc on peut mettre à peu près 6 tonnes de marchandises dans ce wagon-là. Ensuite, nous avons une ballastière à trémie qui nous permet donc de vider le ballast de part et d'autre du rail. Donc le déchargement se fait de ce côté-ci. Donc on a un système à volant, ici, donc où la personne est sur le côté et manipule le volant, ce qui permet de basculer la benne et de laisser le ballast comme il faut, de part et d'autre du rail. Ensuite, nous avons un engin qui s'appelle une l'étrave, donc qui nous permet de pousser la neige quand il y a 50 cm de neige à peu près.
Et puis donc ça dégage bien la voie. Et nous avons donc notre fraise à neige qui est ici. Donc c'est un engin qui fait à peu près 19 tonnes et qui nous permet de retirer de la neige jusqu'à 1,50 m. Donc on a la neige qui vient d'être fraisée par les deux hélices ici. Et elles sont évacuées par de part et d'autre de la voie par les 2 turbines qui sont sur les côtés. En face, un véritable mur que seule la crémaillère permet de gravir. Les 600 chevaux de la motrice sont nécessaires pour hisser les 2 voitures à 16 km/h sur une pente de 250 pour 1000, 25%. Détail insolite, comme la motrice pousse la remorque à la montée, le conducteur est en queue. C'est lui qui a les commandes. Et comme il le dit avec humour, ses yeux sont à l'avant, avec son adjoint traction. C'est pas fatigant de conduire la tête dans le sens inverse de la marche, là, non? Début de saison, on a un petit peu mal au cou, aux épaules, mais après c'est bon. En tête, ce sont vos yeux, en somme. Ouais. Exactement, c'est les yeux du conducteur. Mais l'écran de chantage, vous les passez parce que vous connaissez la voie par cœur. Oui, en fait on anticipe tout le temps. Pour pas que les machines s'emballent, les moteurs s'emballent, et respecter les vitesses, pour parler, une vitesse par portion en fait. Courbe et contre courbe, inexorablement le petit train se hisse, bercé par le ronronnement des moteurs. Une petite halte permet de souffler, histoire de prendre des randonneurs. Bonjour, monsieur, dame. Le poinçonneur. Le poinçonneur, c'est bien. Ah, c'est pas la SNCF, c'est allez. Et la grimpette reprend, toujours et toujours, comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Comme si le petit train allait gravir le Mont Blanc tout proche. Car finalement, c'était pour cela qu'il avait été conçu dans les années 1900. 1600 mètres, un faux plat, le col de Vauzat, très fréquenté par les skieurs l'hiver. Car ne l'oublions pas, seul le TMB permet d'accéder aux pistes. À partir de là, le spectacle devient véritablement féerique. En contrebas, la vallée de Chamonix. Au loin, des sommets mythiques. À droite, le dôme du Goûter. À gauche, les aiguilles. Elles ont pour nom Verte, Dru, Grand Montet. 1700 mètres, le palier de Bellevue, très prisé l'été par les randonneurs. Et la montée reprend à 250 pour 1000. Cette fois-ci, la voie est taillée à flanc de montagne et suit le relief du mont Lachat. Le seuil des 2000 est franchi sans que l'on ne s'aperçoive. Mont Lachat. L'histoire n'aurait pas retenu son nom si les militaires n'y avaient pas installé un banc d'essai pour les moteurs d'avion. Aujourd'hui, c'est un point de croisement. D'un seul coup d'œil, on comprend la performance que représente le TMB, qui s'accroche à flanc de montagne et s'enroule autour de l'aiguille du Goûter. Et c'est parti pour la dernière partie de l'ascension, de loin la plus spectaculaire. À gauche, le rocher, à droite, le ravin, avec au fond le torrent alimenté par le glacier du Pionacet. Les poteaux caténaires sont en bois, afin d'être facilement enlevés l'hiver, en raison des chutes de neige et des risques d'avalanche. Un premier tunnel, puis un second, et c'est l'arrivée au Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude, un record pour la France.
Pas de gare, une simple halte en pente, comme s'il s'agissait d'une installation provisoire. Terminus le nid d'aigle. Voilà, étonnant ce voyage, il faut absolument le faire. Et surtout, regardez quand on a des conditions météo comme celle-ci. Alors les Suisses, qui sont pas loin, ils sont de l'autre côté, les Suisses ont une très belle formule, ils disent « Oh, vous les Français, vous êtes géniaux, mais vous faites midi moins 5 ». Alors midi moins 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de nos idées, on s'arrête 5 minutes avant. Magnifique exemple ici, regardez, il est là. Regardez où il finit, au nid d'aigle. Regardez la voie ferrée, vous voyez? Elle finit, j'oserais dire, bêtement, sur un tas de cailloux. On est à 2400 mètres d'altitude au nid d'aigle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a eu la guerre de 14, des travaux ont été arrêtés, et qu'après la guerre de 14, la volonté politique n'y était plus, et puis on manquait d'argent. Et du coup, cette ligne qui devait aller quasiment au pied du Mont Blanc, et même sous le Mont Blanc, n'a pas été achevée. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a là un potentiel touristique que les Suisses, toujours eux, auraient su exploiter. Mais pourtant, regardez, écoutez Bruno, il y a quelque chose dans l'air. Voilà, on est arrivé au nid d'aigle. En l'état actuel, effectivement, nous sommes devant le rocher. Et l'idée, c'est de reprendre la plateforme, de poser des IPN sur le mur de soutènement. Et on voit que déjà le tracé est dessiné. Il faut reprendre donc cette voie et ensuite couper légèrement les rochers et arriver 200 mètres plus loin, près du nouveau refuge du nid d'aigle. Coût de l'opération, Bruno? 1 500 000 €. Donc pour refaire ces 300 mètres de voie, pour arriver près du refuge du nid d'aigle et se rapprocher un peu plus du glacier de Bonacé, là environ à peu près à 400 mètres. Bon, c'est un investissement, mais enfin, ça permettrait d'attirer encore de nouveaux touristes. C'est du développement. Tout à fait, tout à fait. Un meilleur accueil des touristes, une plateforme vraiment plus rectiligne et plus horizontale. Donc ça serait quand même nettement mieux pour les personnes. Moi, je vais aller Suisse. Les Suisses, ils vous mettraient un restaurant, une buvette et même un hôtel. C'est vrai, là, heureusement, on a un petit refuge qui accueille déjà bien les clients et c'est une bonne chose déjà pour les personnes qui viennent visiter notre site. Espérons qu'un jour le TMB trouve ses titres de noblesse et permette enfin d'accéder facilement au glacier du Bionacé. Et c'est reparti pour une longue descente au frein moteur. Admirons au passage la qualité de ce matériel suisse dont on vient tout juste de fêter les 50 ans. Deuxième ligne de chemin de fer pour les 100 ans de la vallée de Chamonix, c'est le Montanvert, l'incontournable Montanvert. C'est le Montanvert qui a permis à nos grands-parents et à nos parents de découvrir la mer de glace. Alors, regardez bien, sous les yeux, vous avez 100 ans de Montanvert. Là, la vapeur, à ses débuts, 1908, heureusement conservée, je crois qu'on va la remettre en état. Ouf. Et puis, ensuite, l'électrification qui est intervenue dans les années 50. Autrement dit, ce matériel a 50 ans également. Mais c'est un matériel suisse, c'est de l'horlogerie. Donc, 100 ans de chemin de fer de Montanvert. Mais on a trouvé une autre façon de vous le montrer. Au lieu d'emprunter le circuit, disons, les rames classiques pour les touristes, et je vous conseille d'ailleurs de faire ce voyage, nous, on a découvert la fonction service public. Et oui, ce chemin de fer dessert également des restaurants et des hôtels. Et le matin, à 7 h, il y a une ambiance particulière sur le quai de la gare de Chamonix, qui est le point de départ du Montanvert. Des gens attendent le train, c'est le personnel des hôtels, des restaurants, du buffet de la gare, mais également il y a le ravitaillement en vivres, parce que il y a, disons, les victuailles qui doivent monter au sommet à près de 2000 mètres d'altitude. Alors, derrière la caméra, il y a Yann, vous allez découvrir un Montanvert insolite, et Yann, et vous aussi, vous allez en prendre plein les yeux.
Johnny, c'est quoi ces gens? En fait, là, c'est le fourgon. Donc, tout le personnel hôtelier, en fait, le matin, plus les marchandises, en fait, montent avec le diesel. En fait, c'est le ravitaillement de l'hôtel. Voilà. C'est un petit peu rétro, mais en fait, c'est le meilleur moyen qu'on a pour acheminer toutes les marchandises au niveau de l'hôtel à 1913 mètres. Alors, ça a lieu tous les jours? Tous les jours, ouais. Si vous voulez, on peut prendre place à l'intérieur, je vous invite, puis comme ça, on va aller faire un tour dedans. Super, c'est bon. Non, merci, elle est en bas là. Montre, merci. Merci, tu as vu ce qu'il y avait? Oui, oui. On monte plutôt envoyé. Avancez. Non, mon temps merci. Ah non. Ah non.
du jour. Oui, c'est ça. Beaucoup de produits frais. Tout. Parle-toi. Tout en frais. Alors on a des livreurs qui nous livrent tous les jours, hein. Tous les jours en frais. Et écoutez, on s'accommode au mieux. Et puis bon, comme on a beaucoup de travail, on les fait rentrer un petit peu tous les jours. Toujours le même travail le matin, charger, décharger, recharger, redécharger. Première benne du Montanvert. Le premier train du Montanvert maintenant c'est 8h le matin. Et sinon l'hiver c'est 9h et début de saison c'est 8h30. Là on passe aux horaires d'été, on est à 8h. Le train, finalement, chef, il est indispensable pour le fonctionnement de l'hôtel et du restaurant. Ouais, tout à fait, ouais. Sans train on ne pourrait pas travailler ici. Voilà, pour faire monter les marchandises ou tout acheminer sur le haut du site. Donc on passe les commandes la veille et on est livré le matin. Donc ils chargent tout dans le fourgon, avec les congélateurs, les frigos, et nous, le matin, on décharge. Et il n'y a pas de rupture, comme on dit, de chaîne du froid. Ah non, pas du tout, non. Non, on n'a pas le droit, de toute façon. Hein. Passer une demi-heure, on peut pas. Combien vous faites de repas par jour? Ouais, ça dépend des jours. On tourne encore entre 100 et la semaine dernière, c'était plus 300, 360 que... Ça fait combien on a une idée du tonnage que vous faites monter? Oh, il y a des matins, c'est 2-3 tonnes de marchandises. Hein. Le Montanvert fête ses 100 ans. C'est énorme. Est-ce que ce matériel-là, il marche toujours? Il est remarquable? C'est une belle machine, hein. Je veux dire que la voie, elle est quand même d'époque. La crémaillère, elle est d'époque, elle est de 1908. Hein. Je veux dire, quand ils ont fait l'inauguration, elle est toujours là. On a juste changé la voie en fait métrique, le rail. On l'a changé en gros rail, mais sinon la crémaillère est toujours d'époque. Ouais. Et le matériel, ce matériel-là, il date de quelle année? Matériel roulant, pareil. On a mis l'électricité en 1953, donc les premières automotrices 1954, et elles sont d'époque. Elles sont arrivées coup par coup, elles ne sont pas toutes arrivées les 6 en même temps, mais elles sont toujours d'époque. C'est pour ça qu'on a des mécanos qui sont formidables. Et l'avenir du Montanvert, là, ça devient un métro maintenant, j'ai l'impression. C'est le RER, là, c'est des dessertes cadencées. Bah, c'est vrai qu'on a de plus en plus de monde. Ce qui nous arrange, nous, c'est de travailler aussi l'hiver, c'est pour pouvoir, échelonner en fait toute cette population qui va nous rendre visite, hein, tous ces touristes. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une régulation quand même à la minute précise pour pas prendre de retard, en fait, hein, comme un peu chez vous à Paris, quoi. C'est un train, là c'est super, c'est un train toutes les demi-heures. Ouais, c'est un train toutes les demi-heures, et puis là, à partir de 10h, ça sera un train toutes les 20 minutes. Tu vois, on est en période estivale. Aujourd'hui, bah, tu vois, ton arrivée, elle est excellente. On est au grand service, donc on aura un départ toutes les 20 minutes maintenant. Là, vous descendez au frein moteur. Oui, tout à fait, oui, c'est du freinage moteur. C'est-à-dire, c'est la motrice qui retient la rame. Tout à fait, c'est donc une vitesse de 14 km/h à la descente. C'est entièrement automatique, donc elle s'auto-stabilise. Tout à fait. Si jamais il y a une survitesse, qu'est-ce qui se passe? Donc l'automate va détecter la survitesse et automatiquement les freins de sécurité vont tomber, le train va s'arrêter automatiquement. Alors vous avez une pédale, à quoi vous sert-elle? Régulièrement, vous êtes obligé d'appuyer dessus? Donc on appelle ça la pédale de vigilance, c'est une sécurité en cas de défaillance humaine. Pareil, les freins vont tomber au bout d'une vingtaine de secondes si le conducteur ne sollicite pas la pédale. Vous faites ça, c'est devenu presque du RER, du métro, les allers-retours. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu, que ce soit monotone?
Non, moi je trouve pas ça monotone parce que vraiment on est vraiment dans la nature. C'est quand même, on a quand même tous les jours un panorama qui diffère avec le temps, les conditions climatiques, donc c'est vraiment génial. Mais alors, vous conduisez toute l'année? Non, pas du tout. Moi, l'hiver, je suis sur les pistes de ski et l'été, je suis conducteur de train. Vous avez reçu une formation spéciale? Tout à fait, oui. J'ai passé mon permis il y a 1 mois, et donc je suis un tout nouveau conducteur cette année. Troisième chemin de fer de la vallée de Chamonix, et non des moindres, le célèbre Saint-Gervais-le-Fayet, Valorcine, celui qu'on appelle maintenant, vous voyez, le Mont Blanc Express, dont on fête en ce moment même les 100 ans. Et oui, 100 ans que la traction électrique est montée en adhérence, hein, c'est un record du monde, sans crémaillère jusqu'à Valorcine et surtout jusqu'à Chamonix. Alors, un voyage que l'on a déjà parcouru dans un précédent de DVD, que l'on va refaire avec grand plaisir au moment de l'inauguration. Et puis surtout, vous allez découvrir une nouvelle partie de la ligne qu'on n'avait pas faite l'autre fois dans le DVD, parce qu'il y avait des travaux qui avaient interrompu la circulation, c'est-à-dire de Chamonix jusqu'à la frontière suisse. Bon voyage! Oh là là, mais c'est très très solennel, hein. C'est très très solennel. On va s'asseoir, non? Ah bah oui, on va s'asseoir, on va s'asseoir. Moi je conduisais les trains sur la voie normale pendant un temps, jusqu'ici je n'étais jamais allé plus haut. J'habite à côté de moi. Je suis sur la région de Grenoble, donc moi tout ce qui est ski, tout ça, enfin, je fais tout à fait. Et je connaissais pas la montagne comme ça. La ligne sur laquelle nous sommes, donc, qui a été construite par le PLM, est ouverte pour sa première section en 1901 entre Saint-Gervais et Chamonix, est une ligne qui à l'époque était innovante. Nous sommes ici à l'altitude 580 et nous allons monter jusque dans la vallée de Chamonix, nous serons à 1000 mètres. C'est-à-dire qu'on va monter environ de 450 mètres en quelques 10 km. Donc ligne de montagne avec de fortes rampes et de fortes pentes, on est dans le sens de la descente. Et pour gravir ces rampes, le PLM a innové en décidant dès 1901 de faire construire un train qui soit électrique. C'est la première ligne ferroviaire de chemin de fer de montagne qui a été électrifiée dès 1901. Cette ligne a été construite d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'il y a de fortes rampes, des rampes de 9%, et pour lesquelles le PLM a décidé de ne pas installer de crémaillère, mais d'avoir des motrices et des voitures qui soient à adhérence totale, pour gravir des rampes de 9% sans crémaillère. L'électricité a été possible ici aussi grâce à ce qu'on appelle la houille blanche, c'est-à-dire que la compagnie du PLM avait décidé à l'époque de se fournir elle-même en électricité en construisant deux centrales qui, à partir des chutes de torrents, permettaient de fournir du courant. Donc nous allons, comme je le disais, gravir, on commence à la sentir, cette rampe de 8%. Et avant d'entrer dans la gorge, eh bien, nous allons passer sur un premier viaduc qui s'appelle le viaduc des Aigrats.
Évidemment, beaucoup de personnes connaissent plus le viaduc des Aigrats de l'autoroute, de la continuité de l'autoroute A40, qui est juste au-dessus de nous, et que vous pouvez apercevoir ici, notamment pour les personnes qui sont dans la remorque centrale. Vous avez une vue qui est assez exceptionnelle, puisque ces rames dans lesquelles ils ont pris place, et j'y reviendrai tout à l'heure, les rames Z850, sont panoramiques et permettent par des vitres inclinées de pouvoir apercevoir les magnifiques paysages de cette région de Haute-Savoie. Donc, je vous parlais du matériel qui datait de l'origine de 1901, donc ouverture de la première section de Saint-Gervais à Chamonix. Ensuite, la deuxième section qui a été ouverte est celle qui va de Chamonix jusqu'à Argentières en 1905. Et le 1er juillet 1908, donc pratiquement jour pour jour par rapport à aujourd'hui, il y a 100 ans, était ouverte la dernière section d'Argentières à Valorcine. Et le train inaugural de l'époque était rejoint par un train venant de Suisse de Martigny, qui marquait ainsi la continuité de cette ligne internationale. Et dans quelques instants, nous allons franchir un ouvrage d'art important de la ligne, le plus bel ouvrage d'art de la ligne, qui est le viaduc Sainte-Marie. Donc ce viaduc Sainte-Marie va nous permettre de passer de l'autre côté de l'Arve, ici. Donc c'est un viaduc en maçonnerie qui a été construit par le PLM. Un ouvrage évidemment qui a servi un peu d'emblème de cette ligne du PLM, puisque on l'a souvent vu, notamment dans des affiches touristiques. Quand on parlait de la ligne de Saint-Gervais à Chamonix, eh bien c'était cet ouvrage en pierre qui a été présenté et qui figurait sur les affiches. Eh bien, nous passons sur le viaduc Sainte-Marie, un viaduc de 7 arches de 15 mètres avec une grande arche de 25 mètres et d'une longueur de 130 mètres. Oui, je disais que nous passons dans un secteur de couloir avalancheux. D'ailleurs, vous allez pouvoir apercevoir sur la gauche, dans le sens de la marche du train, vous voyez que la végétation ici est assez dense, et nous allons arriver dans un endroit où la végétation est beaucoup plus petite. À cet endroit est arrivé parfois des avalanches qui ont envahi la voie. Donc pour assurer une sécurité optimale des circulations ici, vous allez le voir, il a été installé des petits fils électriques basse tension. Voilà, nous y sommes, regardez sur la gauche, très proche du train. Ces petits fils que vous voyez circuler, en cas de chute de pierre ou d'arrivée d'avalanche, dès qu'il y a un fil qui est rompu, eh bien, ça a pour but de mettre la signalisation à l'arrêt et interdire évidemment aux circulations de passer. Il y a d'autres filets plus hauts qui sont également faits pour retenir les différents rochers. Voilà donc une situation ici qui permet donc d'être averti en cas d'avalanche pour assurer évidemment la sécurité des clients et des circulations. Donc c'est une ligne, je vous le rappelle, de montagne. Je vous en parle depuis Saint-Gervais, une ligne donc qui est soumise aux conditions climatiques des fois très rudes pendant l'hiver, avec de fortes chutes de neige. Et ce sont ces conditions climatiques qui ont conduit le PLM en 1900 à électrifier la ligne, non pas par une caténaire, mais par un troisième rail, notamment en fonction de la neige et du givre. Effectivement, la caténaire risque d'être emportée par de fortes chutes de neige ou par du givre, alors que le troisième rail qui est en place, eh bien, lui souffre beaucoup moins en cas d'intempéries de cette sorte. Nous passons ici en gare de Tacona. Tacona qui est aussi une halte comme Vaudagne tout à l'heure. Donc ces haltes sont une particularité aussi sur le réseau français, puisque le train ne marque pas un arrêt en permanence dans ces haltes. Le voyageur qui est dans le train et qui souhaite descendre à ces arrêts demande l'arrêt, comme dans un autobus. Vous avez du reste dans la rame où nous sommes un petit bouton que vous voyez de temps en temps sur les porte-bagages où il y a marqué arrêt. Donc le voyageur appuie sur ce bouton, ça donne une indication au conducteur qui peut s'arrêter. Voilà à droite les deux matériels historiques de la Cité du Train. Et quand vous voyez ces deux matériels, 1908, 1958, 2008, nous avons ici l'ensemble du matériel de desserte de la ligne de Saint-Gervais-Chamonix-Valorcine.
Voilà, donc nous allons descendre et aller en queue du train pour la cérémonie de baptême. Je vous rappelle que nous repartons à 12h17. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un renouveau maintenant, du second souffle de cette ligne qui était un peu le parent pauvre, il faut reconnaître? C'est une ligne qui avait périclité et tel le phénix, elle renaît. Elle renaît grâce à du matériel, grâce à des investissements et puis parce qu'elle correspond à une véritable attente aujourd'hui, attente des résidents de la vallée. Il y a des embouteillages, il faut économiser l'énergie, ça coûte cher. Et attente aussi de tout ce secteur touristique parce que le train est un formidable moyen de valorisation. Il y a 100 ans, ce train il a ouvert au tourisme toute cette vallée de Chamonix. Et maintenant, le train, on le voit dans beaucoup d'autres pays, c'est aussi un atout pour se rendre sur les sites. On laisse sa voiture plus loin. La vallée du Mont-Blanc a trop souffert de l'ouverture de l'autoroute, de l'ouverture du tunnel. Certes, c'est une meilleure desserte routière, mais ça se fait à un prix qui est celui de la pollution, qui est celui des encombrements. Donc, on a mis le paquet avec des rames nouvelles, avec un système de tarification, voire de gratuité pendant les vacances d'été, lié justement au séjour touristique, qui permet de valoriser ce qui est un atout. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 100 ans, c'était une formidable anticipation. C'était quelque chose d'extraordinaire, une prouesse technique, mais une audace aussi sur le plan de l'avenir, d'une conception d'avenir, de ce que serait la vallée, de ce que serait le tourisme. Ils ont anticipé les milliers de voitures qui essayent de converger. C'est formidable. Le PLM a décidé de construire dans les années 20, les années 30, des galeries couvertes, telles que celle sous laquelle nous passons à l'heure actuelle, vous voyez. Déjà à cette époque, ces galeries ont été couvertes en béton et sont faites pour protéger la voie des chutes de pierre et également des avalanches. Donc ici, la vallée se resserre en quelque sorte et nous montons par cette rampe de 7% qui va nous permettre d'arriver un petit peu plus haut sur un plateau et nous allons arriver aux environs de l'altitude de 1244 très exactement à Argentière. Donc nous continuons notre progression et ce n'est pas encore le point culminant de la ligne puisque nous allons monter progressivement jusqu'au tunnel des Montets qui sera le point culminant de la ligne. À droite, vous voyez que la nationale elle aussi a été recouverte, vous voyez, d'un pare avalanche anti-chute de pierre. L'été, les voitures passent à l'extérieur et l'hiver, les voitures passent à l'intérieur, évidemment, pour être protégées des vicissitudes, comme on dit, de la nature. Donc si vous apercevez, pour ceux qui sont vers l'avant, l'entrée du tunnel, vous verrez donc que ce tunnel est à grand gabarit. Voilà, nous entrons dans le tunnel, voilà, qui est à la fois tunnel ferroviaire, mais vous voyez l'emplacement ici sur la droite, qui peut permettre de laisser passer en cas de besoin des véhicules routiers. C'est là où on voit le mécanisme en Paris faire venir le soleil. C'est Voyant lui-même qui était venu. On l'avait bien parlé. C'est un peu difficile en fait. Je crois que l'idée est Voilà. Donc nous arriverons dans quelques minutes en gare de Valorcine. Encore un petit point d'histoire avant ensuite de passer aux cérémonies officielles. Donc le chemin de fer suisse du Martigny-Châtelard se rejoignait à la ligne SNCF, enfin ligne du PLM très exactement à l'époque. Et la question s'est posée à l'époque de la jonction de la situation de la gare frontière. Où fallait-il positionner la gare frontière? Fallait-il la positionner à Châtelard en Suisse ou à Valorcine en France? Évidemment, les Français souhaitaient absolument que cette gare frontière soit sur le territoire international. Et à un moment donné, eh bien, on a jugé que les Suisses avaient leur gare frontière à Genève-Cornavin, gare très importante, et il a été accepté que la gare frontière se situe sur le territoire français, à Valorcine. C'est pour ça que vous allez voir dans quelques instants des installations
qui sont très importantes, notamment avec un quai central, avec un bâtiment voyageur qui comportait à l'époque les services de douane et de police, puisque le changement de train se faisait à cet endroit-là et on passait tous les contrôles de douane et de police. Donc maintenant, vous l'avez compris, cette époque est révolue de changement de train, puisque des trains assurent la liaison directe entre Martigny et Saint-Gervais via Chamonix. Ah oui, devant nous, Erreur des les envoyer de l'autre côté. « 545-181, autorisation Saint-Gervais-Chez de 491. 545-181, terminé. Attends, oui, ça c'est... C'est une solution, où est-ce qu'on peut... Alors Jean-Paul, il paraît que vous connaissez bien la ligne. Depuis combien de temps alors? 72. Et sur quel type de machine vous allez travailler alors? Sur les Z200 au départ, sur les Z600... pratiquement en même temps, hein. Puis en 72 elles étaient déjà là. Et puis après sur les Z800 et Z850. Quelles sont les difficultés particulières sur cette ligne alors? Oh, il n'y a que des moments de joie, c'est tout. Il n'y a pas de difficulté. Et quant aux conditions hivernales? C'est le moment peut-être le plus intéressant, c'est le moment où tous les hommes sont rassemblés, des ouvriers aux maîtrises au cadre, tout le monde est ensemble. Le seul but c'est d'ouvrir la ligne à coûte que coûte. Le 1920, les numéros par contre je sais pas lequel.
atteindre la nouvelle halte de Vaudagne qui sera inaugurée demain et ensuite viaduc Sainte-Marie où on va traverser là pour se retrouver à 1000 mètres d'altitude dans la vallée de Chamonix. C'est-à-dire qu'en 10 km, on sera passé d'altitude 500 à l'altitude 1000. Bon. Un petit coup de sifflet là, non? Oui. Ils filment là. On a vu qu'ils vont filmer là. Tu traverses le viaduc par le passe avec. Poussez-vous s'il vous plaît. On peut pas faire un petit sur 8 pages. On va ces 8 pages là. Excusez-moi, c'est bon, c'est intéressant. S'il y a bien un homme qui connaît l'histoire des chemins de fer de la vallée de Chamonix, c'est Pierre-Louis Roy. Pierre-Louis Roy, ça a été, vous en avez fait un livre, Mont Blanc Express, mais c'était une aventure humaine étonnante ce qui s'est passé il y a un siècle ici. Oui, c'est 11 ans d'études, c'est 11 ans de travaux. Une aventure humaine qui en plus a duré 100 ans, puisqu'il y a plusieurs générations de cheminots qui se sont relayés, passant du Paris-Lyon Méditerranée à la SNCF aujourd'hui, pour d'abord construire ce train et puis ensuite l'exploiter et faire en sorte qu'il survive d'ailleurs aux années 60, l'ère du pétrole et de l'automobile qui aurait pu le faire disparaître. Il a failli réellement disparaître. On a abandonné cette ligne qui irrigue la vallée. Enfin, moi je trouve que c'est un service public. C'est un service public et pourtant en 1967, le ministère des Transports a failli demander à la SNCF de fermer toutes ces lignes déficitaires, dont celle-ci. Et heureusement, son caractère emblématique, le fait qu'elle desserve la vallée de Chamonix, son aide quand même en haute saison pour gérer les pics d'affluence l'été et l'hiver, ont fait qu'elle a survécu de justesse à la fermeture. Et là, vous sentez que cette fois-ci, enfin, on va vers une seconde jeunesse, un second souffle. Exactement, 100 ans, c'est une nouvelle jeunesse pour cette ligne, qui en fait repart aujourd'hui comme un levier de développement durable ou de tourisme durable, fondamental pour la vallée de Chamonix, qui est très engorgée, très urbanisée. On bénéficie aujourd'hui d'une ligne en site propre, dans tous les sens du mot, et c'est sur cette ligne que le train peut prendre le pas sur la voiture, pour faciliter la vie des gens, tant quand ils se déplacent pour leur vie quotidienne que les touristes. En faire du tram-train, en faire un petit RER. Voilà, exactement, un train qui est sur un chemin de fer, mais qui se comporte comme un tram, comme un petit métro léger, mais à l'extérieur. Ils sont faits, mais... T'arrives
une plancha qui va s'arrêter. Louis, Oui. c'est un côté pionnier. Il était une fois dans l'Ouest. Ah ben ça c'est typiquement du Far West. On vient d'abattre les arbres, on a fait les traverses, un petit coup de vilebrequin pour percer les trous, et on met les selles à les tire-fonds. Là, quelle est la difficulté pour vous là, pour descendre le fourgon? Non, ben là c'est quand même assez léger, hein, donc il n'y a pas de difficulté là. Il n'y a que 23 tonnes. On dirait que vous avez l'habitude, faites ça tout le temps. Bah, on ne fait pas ça tout le temps, mais on fait ça avec la passion. Détends pas trop, hein, Jackie. Le directeur du musée des chemins de fer là, surveille les opérations là, comme le lait sur le gaz. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est une pièce vraiment de collection. Hein. Elle date de 1901, donc c'est une pièce très rare que l'on a fait sortir de la Cité du Train de Mulhouse dans le cadre de ses 100 ans de la ligne de Chamonix à Valorcine. On a pris plein de précautions pour la sortir. Il a fallu aussi un petit peu casser le décor là-bas. On l'a fait traverser tout le Jura pendant la nuit. Elle est arrivée cette nuit ici. Maintenant, il faut la déposer sur la voie. Donc c'est une opération, vous le voyez, qui est très délicate. Il faut faire évidemment très attention pour pas. Il faut bien la mettre sur les rails, hein, il ne faut pas la basculer à droite et à gauche. On a un petit souci ici avec le frotteur qu'on est obligé de démonter puisqu'il n'est pas à hauteur, mais sinon pour l'instant tout va bien. Alors il y a une autre pièce également. Il y a une Z600 disons, qui était la relève de ce fourgon. Oui, absolument. Donc, en qualité de président de la Cité du Train, j'ai souhaité, dans le cadre de ces 100 ans, de faire repeindre en livrée d'époque une rame Z600 qui date de 1958. Donc maintenant, on a ici, comme matériel du patrimoine de l'entreprise, une motrice qui date des débuts d'exploitation et une motrice qui date de 1958, repeinte en livrée rouge et crème et qui fait un très bel effet. Et là, donc, on va avoir à quai 3 générations matérielles, un siècle de matériel. Voilà, on a rassemblé comme ça pour demain, donc pour le jour inaugural, les 3 générations de matériel, c'est-à-dire celui d'il y a 100 ans, celui d'il y a 50 ans et celui qui est là à l'heure actuelle. Et on peut s'apercevoir évidemment de l'évolution notamment technologique et aussi de l'évolution des services que l'on met au service des voyageurs. Puisque les motrices que l'on a maintenant, ce sont des motrices panoramiques qui sont équipées de tous les équipements modernes qu'on retrouve par exemple dans les TGV, dans les TER, parce que n'oublions pas que c'est une ligne de TER. C'est une ligne qui est à connotation touristique, mais c'est une ligne surtout de service public et que la SNCF souhaite valoriser, notamment avec le concours du Conseil régional. 12 juillet 1901. On circule maison en maison en tunnel. C'est-à-dire que quand la neige descendait des toits, ça faisait... Pourquoi aujourd'hui la SNCF s'intéresse-t-elle aux chemins de fer de montagne alors qu'ils les avaient un peu oubliés? D'abord parce que c'est un bijou. C'est des lignes uniques, mais surtout en ce moment, c'est des lignes de tourisme durable, c'est-à-dire que les touristes peuvent venir ici au Mont Blanc sans émettre de CO2 grâce au train à la traction électrique. Puis la deuxième chose, c'est que c'est aussi le train du quotidien du service public dans la vallée. Et ça, les gens sont en train de le redécouvrir, parce qu'avec ce que coûte le plein d'essence, les gens se disent que le train est une vraie solution. Donc c'est aussi le train du service public. Mais finalement, les événements vous donnent raison. L'augmentation du prix du carburant fait que maintenant, on redécouvre l'intérêt du chemin de fer et son rôle économique. Moi, je crois vraiment que le train est de retour. Et pas seulement en France, qui a toujours aimé le train, mais dans le monde entier. En Californie, au Brésil, en Arabie Saoudite. Et ce qui est formidable chez nous, c'est qu'on a un réseau
extrêmement développé qu'on est en train de redécouvrir. On rouvre des lignes. On a rouvert Cannes-Grasse, il y en aura d'autres derrière. Et ici, ce qui est formidable, c'est que je fais le pari que dans 4-5 ans, il y aura un tram-train qui fera une navette quotidienne à longueur de journée, à longueur d'heure, et qui servira à la fois les touristes et les habitants de la vallée. Allez, la dernière question. L'épine dans le pied du président, c'est le fret. Oui, le fret, mais en même temps, le fret, on a une chance incroyable devant nous. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la voiture Logan, on a réussi à la faire venir de Roumanie jusqu'en Île-de-France par le train. Donc, il y a des solutions. Simplement, il faut qu'on se mobilise et puis nous, il faut qu'on se transforme. Parce qu'aujourd'hui, le fret est européen. Et il est européen, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des réponses pour, par exemple, envoyer les voitures Peugeot en Russie, faire venir les Logan de Roumanie en France, surtout servir les ports. Et moi, je suis plutôt optimiste. Le fret ferroviaire, il est de retour.